Je me considérerais comme un juif du 8 octobre. 1200 personnes viennent d'être massacrées. Je ne pense pas que ce soit prendre parti. Je pense que c'est choisir le camp de l'humanité. Après avoir commencé à publier plus régulièrement dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, j'ai perdu entre 25 000 et 30 000 abonnés rien que sur Instagram. Chaque fois que tu suis une voie de vérité et d'authenticité, tu vas toujours perdre des gens en cours de route. Et tu vas aussi attirer des personnes qui sont censées être dans ta vie. La chose la plus importante pour chaque juif sur terre est de venir en Israël et d'y passer du temps. Et de ressentir la magie, de ressentir l'énergie, d'être absolument, sans t'excuser, fier de ton judaïsme. La peur ne gagne jamais. Et nous sommes de retour sur Quad Interview, où nous interviewons des personnes très intéressantes. Et aujourd'hui, j'interviewe un homme très intéressant. Jeremy Awakens est son nom sur Instagram. Il s'appelle Jeremy Aronson. C'est un entrepreneur dans le domaine de la santé et il est maintenant devenu un activiste. Jeremy, bienvenue. Je suis tellement heureux d'être ici. C'est tellement génial de t'avoir ici. Jeremy, laisse-moi commencer par la question évidente. Jeremy Awakens, tu t'es réveillé le 7 octobre, n'est-ce pas? Oui, je me considère comme un juif du 8 octobre. Alors raconte-moi ce qui s'est passé, parce que tu avais, ou tu as toujours, une entreprise formidable. Tu es coach en santé ou conseillère en santé. Tu n'étais pas allé en Israël depuis 12 ans, je crois. 13 ans avant le 7 octobre. Oui. Raconte-nous ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Oui, bien sûr, merci de demander. Donc, en gros, je suis venu en Israël pour la première fois après le lycée. J'ai fait une année de césure, c'était génial. J'étais à Bat Yam, à Jérusalem, un village de jeunes près de Rehovot. Je suis revenu quelques étés plus tard, quand j'avais 20 ans. Puis, je suis allé à l'université en Amérique. Et il n'y avait pas vraiment de communauté juive forte, donc je me suis un peu éloigné. D'accord. Et j'ai toujours été très passionné par la santé et la forme physique. Mon père travaillait dans ce domaine et le cerveau m'a toujours intéressé. Et j'ai poursuivi la santé et la spiritualité de toutes les manières possibles, sauf à travers le judaïsme. Wow. Et c'était en fait quelques semaines avant le 7 octobre que je traversais une période vraiment sombre dans ma vie. Et j'avais pas envie de sortir du lit le matin pendant plusieurs semaines d'affilée. Et je me disais, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Il y a une sorte de vide que je dois combler, que je dois découvrir quelle est la véritable cause de ce que je ressens. Et j'ai simplement médité. Je me suis retrouvé seul avec moi-même un soir et j'ai littéralement vu Dieu apparaître devant moi. Et il m'a dit, où étais-tu, mon pote? C'était avant le 7 octobre. C'était environ 2 semaines avant. C'est bizarre. Ouais. Et D'accord. c'était peu de temps après mon 33e anniversaire, je crois. Et ce Shabbat-là, je suis allé au Chabad à Miami Beach. Où tu n'étais jamais allé. Non. Je veux dire, Écoute, soyons honnêtes, tu as grandi dans une famille juive et tu es entouré de juifs à Miami. ouais. C'était pas ta communauté. Très bonne question. En fait, j'ai grandi en Californie, dans la baie de San Francisco, dans une communauté juive très laïque, D'accord. pas du tout soudée. Et quand je suis arrivé, quand j'ai déménagé dans le sud de la Floride, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai vraiment essayé de m'intégrer dans la communauté juive. Le premier dîner de Shabbat auquel j'ai assisté à Aventura, en Floride, si tu oui. connais, je m'assois après que le rabbin ait fait le kiddush, et le gars à côté de moi me dit « c'est nul ». Et je lui demande « qu'est-ce qui est nul ?» Il me répond « tu ne peux pas être enterré dans un cimetière juif parce que tu as des tatouages ». Mais arrête! Et j'ai dit « frérot, on n'a même pas encore eu. C'est comme Ne ça dis que tu pas vas bonjour. commencer cette relation. » Tout d'abord, ce n'est absolument pas vrai. Sinon, les survivants de la Shoah avec des tatouages sur les bras n'auraient pas été enterrés dans un cimetière juif. Ouais. Et plus important encore, ça ne fait que renforcer ce qui me rebutait auparavant dans le judaïsme. Parce que certaines personnes t'ont détourné du judaïsme. Je trouvais que c'était très... J'avais l'impression que les personnes religieuses méprisaient celles qui l'étaient moins, comme si elles leur étaient inférieures. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir une mission, apporter plus d'unité au peuple juif. Je me fiche que tu sois séfarade, ashkénaze, de gauche, de droite, bleu, rouge, religieux, non religieux, on fait tous partie de cette tribu unique. Nous représentons 0,2% de la population mondiale. Pourquoi créons-nous 0,02. 2. Les gens continuent de dire 0,02. Tu es sûr? Je suis presque sûre. 0,02%, peu importe ce que c'est, on va regarder, on va vérifier les faits, peu importe, d'accord? Nous sommes 15 millions dans une mer de 8 milliards de personnes.
Et je me dis, pourquoi créons-nous de la division au sein de notre tribu? Eh bien, c'est une grande tradition juive, n'est-ce pas, la discussion. La question est, à quel moment la discussion, pour l'amour du ciel comme on dit, se transforme-t-elle en division toxique et malsaine? Mais revenons aux 2 semaines qui ont précédé le 7 octobre, puis à Oui, ce qui oui, s'est oui. passé Je me suis le un peu 7 égaré. octobre. Oui, c'est bon. Donc, en gros, c'est ce qui se passait. Donc tu as eu une sorte d'illumination quelques semaines avant le 7 octobre, où tu t'es dit, j'ai besoin de plus de spiritualité juive dans ma vie. Exactement. Donc tu es allé au Chabad. Je suis allé au Chabad le lundi suivant. Le rabbin du Chabad m'a rencontré au café où j'allais travailler le matin à Miami Beach. Et nous avons commencé à mettre les tefilines là-bas. Ils venaient simplement. Ils venaient à vélo, nous mettions les tefilines, nous parlions un peu, puis nous poursuivions notre journée. Et ce qui s'est passé, c'est que d'autres personnes juives au café ont vu et nous avons commencé à créer cette petite communauté. Et ensuite, j'ai créé quelque chose que j'ai appelé Tefillin Gang. C'était juste avant le 7 octobre. La Tefillin Gang a été créée un peu après, mais comme les Tu avais gens déjà étaient inspirés. commencé. Je commençais à mettre les tefillines juste avant le 7 octobre et je le partageais dans ma story. Et des gens disaient « Je ne savais même pas que tu étais juif ». Et ça faisait revenir au judaïsme des personnes religieuses qui s'en étaient éloignées. Genre, c'est intéressant. Comme ce gars que je suis cherche à approfondir le judaïsme. C'est intéressant. Peut-être que j'ai envie de me reconnecter à cette énergie. Donc, avançons rapidement. Le 7 octobre arrive. Je me souviens que c'était un dimanche. J'étais au Soho Beach House à Miami Beach, en train de passer un super moment à la piscine sur le toit. Et un de mes amis avec qui j'étais m'a montré son téléphone. Il m'a dit « Mec, il se passe des trucs de fou en Israël. » Et au début, j'ai pensé « Il se passe toujours des trucs de fou en Israël. » Mais il a insisté « Non, là, ça a l'air un peu plus sérieux. » Donc, peu de temps après, je suis rentré chez moi et j'ai regardé ce qui se passait. Et j'ai pensé « Wow, c'est dingue. » Et ce qui était encore plus fou, c'est que je me souviens que peut-être le lendemain, le 8 octobre, j'ai publié une story sur Instagram. Je me suis dit, c'est absolument tragique, tu sais. Et j'avais plein de gens que je pensais vraiment être mes amis dans la communauté spirituelle, dans la communauté de Miami. Et ils disaient, tu crées de la division et de la discorde entre les humains en prenant parti. Et j'étais là, de quoi tu parles, mec? 1200 personnes viennent d'être massacrées. Je pense pas que ça soit prendre parti. Je pense que c'est choisir le camp de l'humanité. Je pense pas que ce soit controversé de dénoncer cette atroce attaque terroriste qui a eu lieu. D'accord, juif ou non juif d'ailleurs. Je suis team human, non? Bref. Et ensuite, est-ce que c'était des gens dont tu n'attendais pas ça? Oui. Comme celles qui te critiquaient pour avoir pris position. Écoute, je suis devenu très immunisé contre les critiques de me faire ostraciser et les gens qui disent du mal de moi, tu sais, depuis le début de 2020. Et j'avais mes propres opinions sur le vaccin et le COVID. Corona, oui. Donc, beaucoup de gens m'attaquaient Tu à l'as cause déjà de fait. ça. Et donc, je me suis forgé une carapace. À ce stade, j'étais du genre, je n'ai pas à m'excuser. Je dis ce que je pense. Si tu aimes, tant mieux. Si tu n'aimes pas, tant mieux. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, l'un de mes meilleurs amis à Miami Beach vivait littéralement à 2 pâtés de maison de chez moi. Je me souviens de ma première publication, genre le 9 ou 10 octobre. Il a commenté. Il m'a pas envoyé de message, il m'a pas écrit genre « Hey mec, comment tu vas? Je sais que tu es juif, ça doit être assez difficile. » Il a littéralement commenté la publication et il a dit « Ton nom devrait être Jeremy Asleeps, pas Jeremy Awakens. Tu dors en ce moment. » Et j'étais là genre « Mec, t'as même pas le cran de venir jusque chez moi à 2 pâtés de maison pour qu'on discute, tu vois. » Et c'est là que je me suis dit « Ok, ça va être un parcours intéressant. » Et ce parcours t'a fait perdre des dizaines de milliers d'abonnés, n'est-ce pas? Ouais, donc au début, je voulais surtout m'instruire davantage sur ce qui se passait. Mais au début, j'enregistrais juste des stories chaque matin en me réveillant très tôt. Et je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour soutenir le peuple juif et la nation d'Israël en ce moment? Et puis, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi. Et tout ce que je voyais se passer en Europe et dans toutes ces grandes villes a commencé à vraiment me dégoûter. Mais est-ce que ta propre communauté t'a déçu? Je veux dire par communauté, je parle de la communauté de la santé, celle dont tu faisais partie, ta communauté professionnelle. As-tu ressenti une opposition particulière de leur part? Oui, vraiment, vraiment, la communauté spirituelle. Ou la communauté spirituelle, la communauté du yoga, la C'est drôle parce communauté que- de la méditation? C'est drôle parce que ça m'a vraiment obligé à redéfinir ce qu'est la spiritualité. Parce que beaucoup de gens pensent que la spiritualité, c'est comme je vais aller à cette retraite de méditation,
je vais faire du yoga. Je Tu sais, vais je vais aller manger du enlacer un granola. arbre. Oui, exactement. Et ne te méprends pas, ces choses peuvent vraiment te rendre plus spirituel. Mais ce que j'ai compris, c'est que la plupart de ces gens utilisaient simplement la spiritualité comme un masque. Un masque de quoi? Un masque pour donner l'impression qu'ils sont des personnes super compatissantes et vertueuses, alors qu'en réalité, ils sont tout le contraire. Ils sont juste perdus et ils suivent ce récit qu'ils voient sur TikTok, dans les médias traditionnels, au lieu de chercher la vérité par eux-mêmes. Et pour moi, la spiritualité, c'est la vérité. C'est une connexion authentique à la vérité. C'est avoir une connexion directe avec Dieu. Et sans ces choses-là, on ne peut pas vraiment être spirituel. Vous savez, mon rabbin dit que la spiritualité, c'est comme deux mots, n'est-ce pas? C'est l'esprit et c'est le rituel. Donc, le rituel, c'est dire le moda ani, c'est mettre les tefilines, c'est faire ces choses-là. Et c'est aussi ressentir cette énergie constante de Dieu et faire ces choses au quotidien pour l'incarner. Mais oui, j'étais tellement dégoûté parce que ces gens qui parlent tout le temps d'amour et de lumière. C'était eux qui disaient globaliser l'intifada. Exactement. Et écoute, j'ai appris à simplement, tu vois, ça a été une excellente leçon pour moi pour vraiment lâcher prise sur les attentes, lâcher prise sur toutes les perceptions et vraiment me recentrer sur moi-même, ma vérité et le peuple juif. C'était très clair pour moi. Donc, pour répondre à ta question, après avoir commencé à publier plus régulièrement dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, j'ai perdu entre 25 000 et 30 000 abonnés, rien que sur Instagram. C'est beaucoup. Et dans ce processus, ce qui était vraiment beau, c'est que les personnes qui continuaient à me suivre étaient vraiment engagées dans ma mission. Il y a tellement de personnes juives de partout qui disaient je t'aimais déjà avant. J'avais aucune idée que tu étais juif. Et maintenant, je t'aime encore plus. Et maintenant, c'est comme waouh, on est sur ce chemin ensemble. On s'investit encore plus dedans. Donc je pense que c'est une leçon vraiment précieuse. Chaque fois que tu poursuis un chemin de vérité et d'authenticité, tu vas toujours perdre des gens en cours de route. Et tu vas aussi attirer des personnes qui sont censées être dans ta vie. Je suis d'accord, c'est un filtre à idiots. Ouais, c'est une très bonne façon de le dire. C'est juste un filtre pour les mauvaises personnes. C'est comme ça que je le vois. Ou au moins pour les gens qui sont perdus ou ceux qui ne prendront même pas le temps. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis à l'étranger qui ont perdu beaucoup d'amis, des gens qu'ils pensaient être des amis. Et puis je me suis dit, eh bien, si ces personnes ne peuvent même pas te donner, à toi et à ton opinion, le bénéfice du doute, ni creuser un peu pour découvrir ce qui se passe vraiment, alors ils n'ont jamais vraiment été des amis ou ne t'ont jamais respecté dès le départ, tu sais. Et c'est ça le filtre. Maintenant, Jérémy, ce que j'aime vraiment regarder, c'est une des choses que tu publies souvent. Je veux dire, donc, tu es toujours une entrepreneuse dans le domaine de la santé et tu es impliquée dans des startups et tu en as développé quelques-unes, ainsi que des entreprises sociales. Ton Tefillin Gang et ton Shabbat Sofa Shabbat, l'expansion du Shabbat, qui, je pense, est l'un des cadeaux que les Juifs ont à offrir au monde, c'est le Shabbat. Et Charlie Kirk, que Dieu repose son âme, a écrit un livre à ce sujet, sur ce jour de la semaine où nous pouvons nous déconnecter, être avec nos familles, comprendre que tout cela dépasse notre propre personne. J'y crois vraiment. Mais ce que j'aime vraiment, c'est quand tu publies du contenu sur ta vie amoureuse en Israël et à Miami. Et je vais te demander, en tant que célibataire convoité, de nous donner quelques différences inattendues auxquelles tu ne t'attendais pas vraiment quand tu as commencé à venir et à passer plus de temps ici en Israël. D'accord, c'est une excellente question. C'est intéressant parce que je suis très ouvert sur beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Tu l'es vraiment. mais il y a aussi certaines choses que je partage pas tant que ça. Par exemple, je donne pas de détails précis comme hey, je suis sorti avec cette fille hier soir et voilà comment ça s'est passé, ce genre de choses. Juste pour. Non, mais tu as dit en général. Impression générale. Bien sûr, bien sûr. Voilà ce que je vais dire. Voilà ce que je vais dire. Hum, je pense que les femmes aux États-Unis peuvent apprendre beaucoup des femmes israéliennes. D'accord. Commençons par le premier point, le respect de soi. C'est très normal, surtout dans un endroit comme Miami, mais je pense que c'est le cas un peu partout aux États-Unis, de sortir avec une fille, quelquefois, puis de coucher avec elle. C'est presque ce qu'on attend, c'est presque devenu la norme, non? En Israël, c'est pas la norme. Il faut vraiment construire une connexion plus profonde et plus significative avec la femme. Tu dois la faire se sentir en sécurité. Elle doit pouvoir te faire entièrement confiance si elle va t'accorder cette intimité.
Et je trouve ça beau. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. Encore une fois, pratiquement toutes les filles israéliennes ont fait leur service militaire à l'âge de 18 ans. Donc elles ont aussi un niveau d'indépendance, de force et de Et résilience de très maturité, différent. oui. Pensez-y, les filles de 18 ans en Amérique se saoulent complètement à l'université, font toutes sortes de choses. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger, mais je dis juste, vous voyez, lequel de ces parcours est-ce que je voudrais que ma future femme ait suivi? Ou votre fille. Exactement. Donc ce sont là quelques différences fondamentales. Hum, ce sont là quelques différences fondamentales. Moi, je pense que les femmes israéliennes aussi, d'un point de vue purement physique, sont bien plus attirantes que les filles de Miami. Je pense que Miami a une... Grande réputation, Miami est connue pour ses belles femmes. Donc, je pense que voici la différence, d'accord? Miami a beaucoup de filles sexy. Tu sais, beaucoup de maquillage, d'injections dans les lèvres, d'implants mammaires. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger tout ça. C'est ton corps, ton choix, fais ce que tu veux. D'accord. Mais l'une des choses que je trouve les plus attirantes chez la majorité des femmes en Israël, c'est qu'elles sont plutôt naturelles dans l'ensemble. Elles ont comme cette lueur méditerranéenne. Elles dégagent une belle aura. Et je pense que cette essence vient du fait qu'elles sont plus connectées à leur âme. Et elles semblent plus à l'aise avec leur corps. Comme si elles ne ressentaient pas le besoin de faire du botox, des injections dans les lèvres ou des implants. Peut-être qu'il y a aussi moins de pression sociale. Il faut aussi comprendre l'environnement. C'est probablement moins superficiel parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, on doit se battre contre des ennemis. Donc peut-être qu'on a juste moins de temps pour ce genre de soins esthétiques. J'ai entendu dire que les Fletcher, eux, ils ont le temps pour ça. Oui, peut-être. Alors, Jérémy, pour revenir à tes initiatives incroyables, parle-nous un peu de ton Tefillin Gang. Ce que cela implique aujourd'hui, de tes événements de Shabbat et aussi de ton entreprise. Tu essaies d'apporter de nouveaux produits de santé dans ce pays. Bien sûr. Il y a encore une chose que je voudrais mentionner. À propos En des fait, filles? à propos d'eux. À propos des femmes et de la comparaison. Et encore une fois, je vais juste faire une petite comparaison entre les femmes à Miami et les femmes en Israël. D'accord. Donc, je pourrais sortir avec une fille à Miami, l'emmener dans un super bon restaurant, avoir une excellente conversation et évidemment payer l'addition. C'est le rôle d'un homme pour 500 dollars et peut-être avoir droit à un merci à la fin de la soirée. Vraiment? Oui, il y a un tel sentiment que tout leur est dû parce que tellement de ces filles se font offrir des vols pour Mykonos. Elles se font offrir des vols pour Saint-Tropez par un type au hasard sur Instagram. Et l'attente qui en découle est incroyable. Ça a rendu les choses très floues, c'est devenu tellement transactionnel, tu vois. Surtout quand il s'agit de sortir avec quelqu'un dans un endroit comme Miami. Là, je généralise. Évidemment, il y a des relations plus authentiques, mais ça reste quand même un facteur important. Et puis, de l'autre côté du spectre, quand je sors avec une fille en Israël, je vais lui commander un taxi depuis chez elle pour qu'elle me rejoigne au restaurant et je m'assure de lui ouvrir la porte. Juste faire ce que je considère comme les choses de base qu'un homme devrait faire. Oui. Et il y a presque comme de la stupéfaction, genre, qui es-tu? Et je dis non, c'est ça. C'est vrai, ça? Et je me dis, peut-être que les gars israéliens placent la barre très bas en matière de galanterie. Non. Il n'y a pratiquement aucune galanterie ici. Donc, c'est aussi quelque chose que j'apprécie parce que je pense que la gratitude est une dynamique très importante dans une relation. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est révélateur quand une personne est ingrate. Ingrate, pardon. Ou si c'est une personne reconnaissante. Parce qu'être reconnaissante, c'est apprécier ce que Dieu t'a donné, au final. Et je suis sûr que ça t'a aidé. Depuis combien de temps es-tu marié? Je suis mariée depuis presque 28 ans. Wow, Baruch Hashem, oui. Nous allons fêter dans 2 semaines nos 28 ans de mariage. Et sans rien savoir de votre mariage, je supposerais que vous prenez le temps, de temps en temps, de reconnaître et d'exprimer votre appréciation et votre amour l'un pour l'autre. Je pense que le secret, c'est que nous nous sentons toutes les deux reconnaissantes. Tu sais, nous nous sentons toutes les deux reconnaissantes de nous être trouvées, encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est important, ce n'est pas quelque chose d'acquis. J'ai beaucoup d'amis formidables qui n'ont jamais trouvé l'amour ou qui cherchent encore.
Et moi, j'ai eu de la chance. J'ai gagné à la loterie. C'est comme ça que je le vois. Et je pense que mon mari ressent la même chose. Donc la gratitude est très importante. La gratitude fait aussi partie intégrante du judaïsme. La première chose que nous disons en nous levant le matin, c'est merci Dieu de pouvoir respirer, que je peux me lever, que je peux marcher, que je peux voir. C'est tellement puissant. La prière, Modani, c'est une prière de gratitude. Et je pense que la gratitude, plus on est reconnaissant en tant que personne, ou plus on pratique activement la gratitude, plus on est heureux. Oui, Plus tu es heureux, parce que tu ne regardes pas ce que tu n'as pas, tu regardes ce que tu as. c'est ça. C'est de la gratitude. Et c'est l'une des raisons, en revenant au judaïsme, une des choses que j'ai vraiment appris à apprécier, c'est qu'on prend le temps d'exprimer de la gratitude pour tout. Exactement. Se laver les mains le matin, c'est avant de manger, après avoir mangé, après être allé aux toilettes. C'est littéralement prendre ces petites micro-doses de l'énergie de Hachem tout au long de la journée. Et les élever à un niveau spirituel. Exactement. Et tout tourne autour de la gratitude. Je te rejoins là-dessus. Donc, pour revenir à ta Donc question tu dis que les initiale. filles israéliennes sont plus reconnaissantes quand tu leur ouvres la porte? Oui, je veux dire, et encore une fois, dans l'ensemble, j'ai aussi eu des expériences très intéressantes, notamment avec des gens qui communiquaient très mal. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour mieux communiquer et exprimer ce que je ressens. Et j'ai réalisé que cela peut être inhabituel pour certaines femmes israéliennes de créer un lien avec un homme qui est aussi ouvert et honnête. Ouais, normalement, elle n'écoute pas. C'est ça le problème. Donc, j'ai eu une expérience très intéressante. Je t'en parlerai hors antenne parce que c'était vraiment très déroutant pour moi. En 35 ans, celle-ci m'a vraiment laissé perplexe. J'étais sincèrement très confus après. Mais bref, pour revenir à ta question initiale sur Tfilin Gang, Soulful Shabbat, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été si déconnecté du judaïsme pendant la majeure partie de ma vie, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait cette séparation entre la religion et la spiritualité. Et c'était comme, je suis spirituel, mais je suis pas religieux. Ou je suis religieux, mais je suis pas spirituel. Pour moi, je voulais combler ce fossé. Donc, Tfilin Gang, c'était littéralement juste moi en train de mettre les tefillin comme une opportunité de me connecter plus profondément à Dieu, d'avoir cette méditation, d'avoir ce moment. Et je crois vraiment que je peux être ce vecteur, je peux être ce canal qui amène d'autres hommes comme moi, qui sont déconnectés du judaïsme, à mettre les téphilines et en faire une habitude. Pas par contrainte, pas du genre tu es mauvais si tu le fais pas, mais plutôt c'est un outil puissant si tu veux approfondir ta connexion avec Dieu. Donc on a développé ça. Tu sais, notre compte Instagram est actuellement suspendu, mais on a probablement mis les téphilines avec environ 1500 hommes. Le groupe Tefillin est banni. Ouais, on traverse toujours des processus intéressants. Sauf au Shabbat, j'allais à tous ces dîners de Shabbat à Miami et ils étaient tous super, mais c'était toujours la même chose. C'était comme si les gens se contentaient de parler à la personne à leur gauche, à leur droite ou en face d'eux, en ayant des conversations très superficielles. Tu viens d'où? Depuis combien de temps tu es à Miami? Quel Où est est-ce ton que tu endroit travailles? préféré ici? Ouais, et ça, encore une fois, c'est pas grave, mais ça posait les bases de conversations superficielles. Et c'était un problème que je voulais résoudre. Je me disais, je pense que la plupart des gens recherchent une profondeur émotionnelle, qu'on le sache ou non. Donc, Soulful Shabbat, c'est la tradition qui rencontre la transformation. Donc, nous avons des questions uniques pour chaque table afin d'en discuter de manière très ouverte, et cela peut être lié à la paracha de la Torah. Cela peut être lié, par exemple, si on célèbre une fête, comme Pessah, tu sais, quelle est l'Égypte intérieure dont tu cherches à t'échapper dans ta vie? Tu vois, Le rendre pertinent en quelque sorte. exactement. Et le retour le plus important que j'ai reçu à ce sujet, c'est que les gens ont l'impression de créer de véritables liens, des amitiés qui durent toute la vie. J'ai probablement été comme un entremetteur indirect. Et pour certaines personnes, tant mieux pour toi. Jeremy? Alors, je disais, ça ne fait qu'un an que ça existe. Tu sais, ça ne fait que commencer. Donc, je suis impatient de voir où ça va mener. Et puis, la toute dernière aventure, c'est Lev 18, qui est essentiellement une entreprise de télésanté qui apporte les traitements modernes les plus fiables au peuple juif. Lev signifie cœur. 18 est le chiffre pour Chai, évidemment. Et donc, nous allons nous concentrer sur la perte de poids et le métabolisme, la santé sexuelle masculine et aussi aider les personnes atteintes de maladies auto-immunes Super. comme le SOPK, la maladie de Crohn.
Donc, nous allons travailler avec des peptides et d'autres médicaments. Et nous avons des médecins certifiés dans les 50 États des États-Unis. C'est génial. Et puis, j'espère qu'après avoir beaucoup de succès cette première année en Amérique, peut-être que nous pourrons venir en Israël et apporter de Espérons-le. l'amour. 18 ici. Donc, Jérémy, maintenant tu passes quelques semaines ici. Tu as passé pas mal de temps ici depuis le 7 octobre. Et vraiment, je vois ton contenu et tu essaies vraiment de rendre la vie en Israël, à Tel Aviv, accessible aux gens qui ne la connaissent pas, tu sais, aux gens qui ne sauraient pas à quoi ressemble la vie ici. Si je ne me trompe pas, tu as aussi été ici pendant quelques-unes des guerres, ou au moins lors des attaques iraniennes. Quel est ton principal message quand tu rencontres des personnes qui n'ont aucun lien ou même une opinion négative sur Israël? Quelle est la première chose que tu essaies de leur dire? donc, je crois que la chose la plus importante pour chaque juif sur cette planète, c'est de venir en Israël, d'y passer du temps et de ressentir la magie, de ressentir l'énergie. J'ai littéralement la chair de poule en le disant, parce que je ne suis pas venu ici pendant ces 13 ans, et c'est l'un de mes plus grands regrets. Je me dis, comment ai-je pu passer à côté de cette force énergétique puissante qu'est Israël? Tel Aviv est évidemment incroyable, pour la vie nocturne, la plage, le coucher de soleil, la musique, tout ça est incroyable. Mais être à Jérusalem, c'est aussi une sensation tellement unique. C'est comme une recharge spirituelle. C'est vraiment le cas. Je peux simplement aller me promener le matin et je me sens tellement connecté à ma foi. Je me sens tellement proche de Dieu. Et il est très facile de se laisser emporter par les gros titres et d'être submergé par la peur. On se dit, mon Dieu, ce n'est pas sûr de venir. Et puis, tu viens ici et tu te dis, waouh, je me suis jamais senti aussi en sécurité de toute ma vie, tu vois. Et je pense que c'est très important pour moi. Il y a de plus en plus de jeunes juifs qui sont en fait anti-Israël. Et Oui, moi, c'est ça. Et tu sais, en Amérique maintenant, toi, en tant que juive née en Amérique, tu regardes autour de toi et tu vois un antisémitisme que tu n'as probablement jamais vu ou vécu de ta vie. Tu le vois venir de la gauche, tu le vois venir de la droite. Comment fais-tu? Quelle est ta façon de faire? Quelle est la façon dont nous pouvons vraiment surmonter cela, y faire face? Que devraient faire les juifs américains? donc je pense que, premièrement, chaque juif américain doit passer plus de temps en Israël. D'accord. Deuxièmement, soyez absolument fiers de votre judaïsme, sans vous en excuser. Par exemple, je porte en ce moment une toute petite étoile de David. D'habitude, j'en porte une plus grande, mais je l'ai égarée. Mais j'entends parler de juifs à New York qui rentrent leur étoile sous leurs vêtements. Oui. Ils changent leur nom sur Uber parce qu'ils veulent pas Le le chauffeur. chauffeur sache potentiellement qu'ils sont juifs. Et ce que j'ai à dire à ces personnes, c'est qu'en réalité, vous aggravez le problème. Je suis d'accord. Vous perpétuez ce cycle. Mais ils ont peur, Jérémy, ils ont peur. Et c'est réel. Ce qui est aussi réel, c'est que la peur ne gagne jamais. Et si tu continues à agir en ayant peur de montrer ta véritable identité, alors comment penses-tu que le reste du monde va réagir? Oui. Encore une fois, c'est quand le peuple juif est à son meilleur qu'il est uni, fort et fier. Dès que nous montrons de la vulnérabilité au sein de notre communauté, c'est à ce moment-là que le monde sait que nous sommes faibles. Je suis d'accord. C'est la haine sans fondement qui a provoqué la chute du Second Temple. C'est vrai. D'accord, les Romains l'ont détruit physiquement, mais c'est la haine sans fondement parmi les Juifs qui est la véritable cause profonde. Oui, c'est ça. L'un des groupes les a appelés pour détruire le deuxième groupe. C'est pour ça que c'est arrivé. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça, et je pense que les parents doivent mieux s'y prendre pour donner à leurs enfants des outils pour rendre le judaïsme plus accessible et plus cool. Comme Je suis d'accord avec toi. je dirais que en fait, je suis content de ne pas l'avoir eu quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression que Dieu m'a mis sur un chemin très unique. Tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Et j'ai l'impression que pendant 15 ans, j'étais déconnecté de cette famille incroyable. Oui. C'est donc, Tu sais, on n'est pas. Je dis toujours, j'ai dit à un ami à moi qui m'a appelé aujourd'hui et il m'a dit mon frère quitte le pays. Il est ici depuis plusieurs années. Et il a dit, il pense que les choses sont nulles. J'ai dit, et où ne le sont-elles pas?
Il a dit « Oui, tu as raison ». J'ai dit « Écoute, au final, on n'est pas parfait, mais ta famille dysfonctionnelle reste quand même ta famille. » Donc la question c'est, est-ce que tu restes et tu essaies de la réparer, ou est-ce que tu pars pour trouver une autre famille dysfonctionnelle? Et donc c'est là où on en est. Et on préfère rester avec la famille qu'on connaît et qu'on aime. Alors, sur quoi aimerais-tu conclure? Quel est ton message? Mon message pour le peuple juif, c'est vraiment d'incarner une de nos valeurs fondamentales, qui est le tikkun olam, la réparation du monde, n'est-ce pas? Mais pour réparer le monde, nous devons d'abord nous guérir nous-mêmes. Absolument. Et en ce moment, il y a tellement de juifs qui marchent sur cette terre avec des traumatismes non guéris. Et cette énergie crée la haine gratuite entre les juifs. Nous ne deviendrons jamais la meilleure version de nous-mêmes si nous ne faisons pas le travail intérieur. D'accord, donc je pense que la chose la plus importante, comme j'en ai déjà parlé, c'est le prosémitisme. Comment puis-je individuellement devenir la meilleure version de moi-même? La version de moi-même que Dieu m'a destiné à devenir. N'est-ce pas? Dire le Modani chaque matin, mettre les téphilines, prier, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon enveloppe, manger des aliments sains, me traiter avec bienveillance, traiter les autres avec bienveillance. Si nous pouvons tous faire ce travail intérieur, collectivement, nous allons nous élever à un nouveau niveau. Et personne ne pourra nous abattre une fois que nous aurons élevé notre propre conscience. Donc je pense que nous devons nous concentrer sur le prosémitisme plutôt J'aime bien ça. que de se concentrer uniquement sur toute l'énergie négative. J'aime bien Donc, c'est vraiment une question de tikkun olam et aussi, tu sais, guérir notre âme. Eh bien, j'aime bien ça. Et c'est un message merveilleux. Jérémie, merci de t'être éveillé. Merci d'être ici. Et reviens à Jérusalem aussi souvent que tu le souhaites, s'il te plaît. Baruch Hashem. C'était tellement sympa avec toi et il faut qu'on remette ça, que tu viennes sur mon podcast. J'adorerais ça. Merci. Faisons-le.